Yo les trashers, 2018 arrive à son terme, une nouvelle année bien remplie en termes de jeux vidéo et forcément aussi bien remplie de boss marquants. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est reparti pour la vidéo annuelle sur les combats de boss les plus épiques des 12 derniers mois. Avant chaque partie, il y aura un petit timecode pour que vous puissiez skipper une partie si vous voulez pas vous faire spoiler. Vous verrez plein de styles de combat différents et de boss géniaux, mais pour commencer, quoi de mieux qu'un bon gros dragon des familles, tout droit venu de Monster Hunter World. On débute cette vidéo avec le Nergigante, un des monstres les plus iconiques du dernier Monster Hunter. Surnommé le dévoreur d'anciens, le Nergigante est un dragon ancien qui se nourrit d'autres dragons anciens. Rien que ça te pose le bestiau, il est pas là pour déconner. Vous trouverez ce dragon légendaire lors d'une quête de l'aventure principale, vous vous retrouvez devant un mur de cristaux duquel plein de petites créatures, des gadgets à la case, s'enfuient en panique. Le Nergigante finit par se montrer en explosant les cristaux, et pas une seconde à perdre, le combat se lance. Tout le fight se base sur une mécanique très intéressante. Le Nergigante a constamment des grosses épines qui poussent sur tout son corps. Elles sont d'abord blanches et cassables par vos attaques, puis elles deviennent petit à petit noires et incassables si vous les laissez pousser durant le combat. Et une fois le Nergigante est recouvert entièrement d'épines noires, il s'élève dans les airs et vous plonge dessus avec une attaque hyper violente qui peut tuer en un seul coup. Du coup, vous devez littéralement passer le combat à attaquer le monstre et lui briser ses épines avant qu'elles ne deviennent incassables. Ici, jouer défensif est une très mauvaise option, et ce qui est cool, c'est que le Nergigante vous rendra coup pour coup. C'est un monstre brutal qui passe lui aussi son temps à vous attaquer. On a donc un pur combat bien intense tout le long. Les seuls temps morts arrivent quand le Nergigante change de zone pour reprendre ses esprits. Vous avez qu'à le tracer pour le retrouver. Il ira même parfois dormir dans son nid. Ouais, il dort en plein combat. L'occasion parfaite pour vous de le réveiller avec, je sais pas, un putain de baril de poudre par exemple. Bref, le combat contre le Nergigante aura marqué tous les joueurs de Monster Hunter World, du fight non-stop pendant près de 30 minutes, faut être motivé en tout cas. Splatoon 2, Octo Expansion. Alors à la base, j'aurais jamais cru mettre du Splatoon 2 dans cette vidéo, mais faut bien reconnaître que tout le final de l'Octo Expansion, sorti cet été, vaut carrément le détour. Un combat bien nerveux contre l'Agent 3, l'héroïne de Splatoon 1, et surtout le combat final contre le général Tartare, une intelligence artificielle vieille de plus de 12 000 ans, créée à l'époque où les humains existaient encore. Son but, détruire le monde pour en créer un nouveau de toutes pièces. Bref, c'est un grand méchant quoi, et vous allez devoir le stopper. Le général Tartare fait sortir de sous l'océan une statue ressemblant étrangement à la statue de la liberté, mais bien customisée. Elle possède un énorme canon prêt à faire feu et à détruire le monde. Coralie, un des Inklings principaux, montre le plan à suivre pour l'arrêter, avec des superbes visuels faits sous Paint. Je sais pas pourquoi, mais j'adore l'idée. Elle explique en tout cas que la statue puise son énergie du soleil, il faut donc la couvrir entièrement d'encre pour la rendre inefficace. Du coup, ouais, le combat n'en est pas vraiment un. Vous allez devoir parcourir la statue et faire détonner des bombes d'encre sur toute la surface. Hyper basique en soi comme gameplay, mais c'est l'ambiance qui fait tout. Ces tons orangés du début de matinée, le fait de se retrouver enfin à l'extérieur après avoir parcouru un souterrain toute l'extension. Tout transpire le cool et la bonne humeur. Se déplacer rapidement sur ses rails, les attitudes des personnages, la musique, et ça trouve finalement son paroxysme une fois la statue entièrement couverte d'encre, avec Marine qui se met aussi au boulot. Alors je peux comprendre que certains seront totalement hermétiques à ce combat, mais franchement pour moi c'est un gros coup de cœur. L'ambiance était parfaite, j'en veux plus des finales du genre. Spider-Man. Le Spider-Man PS4 de cette année a été un véritable succès commercial et critique, une fondation solide pour cet univers jeu vidéo que Marvel est en train de créer. Comme on l'entend souvent, ce qui fait un bon héros, c'est ses ennemis, et si dans Spider-Man PS4 il ne manque pas, c'est bien le Dr Octopus, le boss final qui aura marqué les joueurs. Parce qu'avant d'être le boss final du jeu, Octopus, Otto Octavius de son vrai nom, était avant tout le mentor et modèle de Peter Parker durant tout le jeu.
en plus d'une figure presque paternelle, car Octavius est un véritable génie scientifique, atteint d'une maladie qui rend ses muscles de plus en plus atrophiés. Il met au point avec Peter Parker des bras robotiques contrôlables par la pensée, mais l'interface neuronale lui vrille la tête et pouvoir se mouvoir comme il l'entend, lui qui n'arrivait plus à rien, le change totalement. Il prend la confiance et capture le maire de la ville, un homme qu'il déteste plus que tout. Et c'est là que Spider-Man doit entrer en jeu. Alors le combat est super sympa, dynamique, l'ambiance est vraiment bonne, de nuit, sur le haut d'une tour, et on a des plans magnifiques, comme ce moment où vous vous balancez, ou toute cette scène où vous vous battez le long de la tour, accroché sur celle-ci. Mais si je vous ai parlé plus en détail du Dr Octopus, c'est parce que la grande force de ce combat est dans le fait que Spider-Man affronte son mentor. Tout au long du combat, on verra évoluer son ressenti. D'abord, il essayera de le raisonner, puis petit à petit, il comprendra que rien ne peut être fait. Peter fera son deuil du Dr Octavius qu'il a connu. On a même droit à une dernière scène émouvante avec un Octavius qui supplie Spider-Man de l'aider et de ne pas le mettre en prison. Il ne peut plus supporter de n'avoir que son corps, fragile et inutile. Il a l'impression de n'être plus rien sans ses bras robotiques. En bref, un combat émouvant contre un personnage qu'on a appris à apprécier tout le jeu. Le voir tomber si bas aura fait couler quelques larmes chez les fans. Deltarune. Deltarune, c'est la petite surprise de l'année, annoncée puis sortie coup sur coup pour Halloween par le désormais célèbre Toby Fox, auteur du succès planétaire Undertale en 2015. Deltarune n'est pas vraiment un jeu à proprement parler, il s'agit plutôt d'une démo de quelques heures de son prochain projet et elle a été distribuée gratuitement. Niveau style graphique, on est totalement dans le délire Undertale et si vous avez pas l'habitude, ne vous arrêtez pas au graphisme, la force de ces jeux c'est avant tout l'écriture de leurs personnages. Comme boss de Deltarune, on va bien évidemment parler de Jevil, un boss secret optionnel enfermé dans une cellule. Vous devrez récupérer 3 fragments de clés pour le libérer et pouvoir l'affronter. Beaucoup de monde ont comparé ce combat avec celui de Sense d'Undertale pour leur difficulté. Ici, pas de méga attaque dès le début, mais tout un ensemble de patterns bien compliqués à comprendre et esquiver. Il est théoriquement possible de finir le combat sans prendre le moindre coup, mais bon courage pour y arriver. En tout cas, comme d'habitude, il existe 2 moyens de mettre un terme à la bataille, de manière belliqueuse en tabassant Jevil, ou de manière pacifiste en le fatiguant avec des sorts d'hypnose à la chaîne. Le highlight du combat restera l'attaque Final KO, vraie purge à éviter sans prendre de dégâts, et bien qu'étant simplement un boss caché d'une démo d'un jeu, Jevil aura marqué l'année, grâce aussi à son attitude. Jevil sait qu'il est dans un jeu vidéo. Avant de combattre, il vous dit que vous allez jouer à un simple jeu de calcul, le premier qui arrive à 0 PV a perdu. Jevil a beau être enfermé dans une cellule, il se considère comme le seul être vraiment libre dans son monde, en ayant conscience de son statut de boss de jeux vidéo. God of War. Je vais pas y aller par 4 chemins, God of War c'était ouf, et si je me limitais pas à un seul boss par jeu dans cette vidéo, je vous aurais parlé d'au moins 4 boss différents de ce jeu. Mais s'il y en a un qui aura mis tout le monde d'accord, c'est bien Baldur. Son premier affrontement au tout début du jeu annonçait déjà la couleur. Baldur ne ressent pas la douleur, c'était donc un prétexte idéal à un combat violent, long, classe et jouissif. Certainement un des meilleurs débuts de jeu que j'ai pu faire, mais on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo sur les débuts de jeu justement. Parce qu'aujourd'hui on va parler du combat final de God of War contre ce même Baldur. On est ici dans un combat à 3 camps. Baldur veut tuer sa mère Freya, Kratos et Atreus, nos héros, veulent tuer Baldur, et Freya veut empêcher Kratos de tuer Baldur. Après avoir pris d'assaut Atreus, Baldur se retrouve planté avec une flèche magique qui détruit son invincibilité et lui fait enfin ressentir la douleur. Le combat commence alors. Baldur est ultra rapide et ultra résistant. De plus, il changera tout au long du combat entre les éléments de feu ou de glace, à Kratos de s'adapter et d'attaquer avec l'élément contraire. En plus de ça, Freya viendra mettre le sbeul en invoquant un géant des glaces pour vous mettre des bâtons dans les roues et donne une dimension encore plus épique à l'affrontement. Le combat se passera même sur ce géant après que Baldur, Kratos et Atreus y aient grimpé, puis reviendra sur Terre, le tout avec une caméra qui suit l'action comme un énorme plan séquence, comme dans tout le reste du jeu, et nous donne des plans bien sympas. Dans l'ensemble, ce combat est très violent, viscéral, et on veut voir Baldur enfin mort, vu comme il nous en a fait baver dans le jeu. Et en plus, tout ce combat se passe sous les hurlements de Freya qui vous supplie de ne pas tuer son fils, ce qui augmente encore l'intensité de tout ça. Et après un pugilat en règle, Kratos finit par tuer Baldur sous les pleurs de Freya qui récupère la carcasse de son défunt fils. Hâte d'avoir la suite en tout cas.
Super Smash Bros Ultimate. Évidemment, je pouvais pas ne pas parler de Smash Bros. Alors dans les faits, ouais, le mode aventure de Ultimate était moins marquant que celui de Brawl, que des enchaînements de combats, pas de relation entre les personnages et très peu de cinématiques. Petite déception dans l'ensemble, mais faut quand même reconnaître que le boss final, ou plutôt les boss finaux, valaient le détour. Parce que oui, si durant toute l'aventure on vous fait miroiter Killer, cet être de lumière comme le grand méchant et le boss final à abattre, eh ben il s'avère en fait qu'il n'est que la moitié du problème. Pas de lumière sans les ténèbres, Killer a donc son homologue de l'ombre, Sombra, qui a une entrée en scène que je trouve absolument génial d'ailleurs, en transperçant littéralement la réalité. Du coup, à la fin du mode aventure, à vous de choisir qui vous allez tuer. Si vous allez combattre Sombra et défoncer donc les ténèbres, ben logiquement, Killer gagne sa puissance maximum, tue Sombra et engloutit l'univers entier dans la lumière. Ouais. Pas un super bail. Et si vous allez combattre Killer, ben c'est Sombra qui en profitera. Il portera un coup fatal à cet avatar de la lumière et engloutira l'univers dans les ténèbres. Ouais. Pas génial non plus. Pour avoir la bonne fin, il faudra faire en sorte d'affronter Killer et Sombra en même temps et les terrasser les deux, ce qui ramènera l'équilibre dans l'univers et libérera des millions d'esprits. En tout cas, c'est les seuls moments de l'aventure où on a droit à des cinématiques et elles sont vraiment classe. Au moins ça. Pour les combats en eux-mêmes, ils ont tout ce qu'on peut espérer d'un très bon boss Smash Bros. Plein d'attaques originales, de la plateforme et du combat classique contre d'autres personnages. Je dois dire que j'aime particulièrement le design de Killer qui se mouvoie et se tord au fil de ses attaques, là où Sombra est un peu plus classique Dark Sasuke. Alors vous l'aurez remarqué, je n'ai parlé que de 6 boss cette année, contre 10 l'année dernière. C'est tout con, mais j'ai simplement galéré à en trouver d'autres vraiment impressionnants. Les créatures mythiques d'Assassin's Creed Odyssey étaient vraiment pas ouf et peu mémorables, les boss de Darksiders 3 très décevants, Kirby c'était quand même assez léger, Mario Tennis je veux plus jamais entendre parler de son mode aventure, et j'en passe. Et quand même, petite mention de Red Dead Redemption 2 et sa fin mémorable. Bref, dans l'ensemble, j'ai l'impression que 2018 aura pas été un très bon cru en termes de boss. Du coup, plus que jamais, ça m'intéresse d'avoir vos avis en commentaire. Quel boss incroyable j'ai oublié cette année? N'hésitez pas à m'incendier si j'ai oublié votre licence préférée. Et avant de vous quitter, petite annonce. Sur Facebook, on vient de créer 2 nouveaux groupes. Nintendo Trash, dans lequel vous pourrez parler de tout ce qui est Nintendo en général, genre je sais pas, Smash par exemple, et Trash Talk, dans lequel vous pourrez parler de jeux vidéo en général. Les liens sont en description, donc n'hésitez pas à venir dire coucou. Sur ce les gens, moi je vous dis à très bientôt, ciao.